Si tu n'es pas heureuse, divorce. Mon père est sorti de la cuisine et m'a apporté mes nouilles préférées. Puis, il m'a appelée pour manger pendant qu'elles étaient chaudes. J'ai repris mes esprits et suis sortie. J'ai vu mes parents m'attendre et je me suis assise pour manger. Après un long repas, je n'ai plus pu me retenir et j'ai fondu en larmes. Quand j'ai épousé mon mari actuel, mes parents n'étaient pas d'accord, mais comme j'étais assez têtue, ils n'ont pas pu m'en empêcher. Mes parents aiment toujours leurs enfants de tout leur cœur. Une fois calmés, toute la famille s'est assise et a discuté. Mon père m'a dit « Si tu n'es pas heureuse, divorce ». Ma mère m'a dit « Si tu divorces, ton enfant sera très malheureux ». Mon père m'a dit « Et mon enfant ?» Cette phrase m'a une fois de plus fait prendre conscience de l'amour que mon père me portait. Mon mariage semblait heureux au début, mais un jour, j'ai découvert qu'il avait une liaison avec une jeune fille. Je savais que ce mariage n'avait pas été approuvé par mes parents au départ, alors je ne voulais pas qu'ils soient tristes à cause de moi, et j'ai pensé régler ça discrètement, parce que je pensais que c'était juste une erreur de mon mari. Mais je ne savais pas que ce mariage était mon erreur. Le dicton « Si tu n'es pas heureuse, divorce ». Le comportement inhabituel de mon mari. J'ai engagé un détective pour le suivre, simplement parce que j'avais remarqué chez lui des signes étranges, contrairement à ses précédents comportements. Il a changé le mot de passe de son téléphone et ne voulait pas que je lui donnais. Il rentre moins tôt qu'avant. Il a oublié le goût des repas de famille tous les samedis. Comme toute ma famille est très occupée en semaine, nous allons absolument organiser un samedi soir complet ensemble. Mais maintenant, oublie-t-il, les messages incessants du samedi soir deviennent plus fréquents, et l'inquiétude pour moi et l'enfant n'est plus la même qu'avant. J'ai engagé un détective pour le suivre afin de voir s'il est vraiment occupé ou s'il s'est passé quelque chose. Les images que j'ai reçues, j'en ne crois pas mes yeux, mais tout cela est vrai. Je lui ai parlé franchement, lui disant que je savais la vérité et que si je n'étais pas heureuse, je divorcerais, car l'adultère est quelque chose que je ne peux pas accepter. En retour, ma franchise a été de lui présenter ses excuses, de me supplier de me pardonner. Il savait son erreur et espérait que je pourrais lui pardonner et lui donner une chance de prendre un nouveau départ, parce qu'il ne voulait pas perdre cette famille. Il voulait que ses enfants grandissent dans l'amour de leurs parents. C'est une histoire qui s'est produite il y a 5 ans. J'ai accepté. Et plus que quiconque, une mère, je voulais que mes enfants aient une famille complète. Je voulais qu'ils grandissent sans être psychologiquement affectés. Il a rompu avec cette fille sous mes yeux. À partir de ce moment-là, il a changé et a commencé à se racheter, pour moi et les enfants. La vie a repris son cours normal, même si je ne pouvais toujours pas lui pardonner complètement et lui faire confiance comme au début. Avoir une liaison est dans la nature de mon mari. Petit à petit, j'ai aussi pensé que mon mari était complètement retourné vers sa famille. Puis, j'ai reçu un message d'une amie. Elle m'a dit avoir vu mon mari avec une femme et il semblait très affectueux. Oui, c'est bien moi à ce moment-là, plus de 5 ans après sa première liaison. J'ai de nouveau sombré dans une profonde souffrance. J'ai obstinément ignoré mon erreur et je lui ai pardonné, mais qu'est-ce que j'ai obtenu en retour ? Je lui ai franchement avoué que si je n'étais pas heureuse, je divorcerais, car je ne voulais pas vivre une situation de trahison. Mais ces promesses n'étaient que des paroles en l'air. Sa nature adultère n'avait pas changé. Peut-être était-il trop tard maintenant que je m'en suis rendu compte. La première fois que c'est arrivé, c'était probablement parce que je l'ai consenti. D'autres situations se sont encore produites, mais la deuxième fois, c'était clairement de ma faute. Mais cette fois, j'ai choisi de garder le silence et d'enquêter. J'ai engagé un détective pour le suivre et recueillir des preuves. Je voulais divorcer. C'est ce que j'ai décidé après la première histoire que j'ai racontée plus haut. Mon père m'a donné la force. Je ne pouvais pas vivre malheureuse et laisser mes parents s'inquiéter pour moi toute ma vie. Quant à mon enfant, je pense qu'en grandissant, il comprendra ma décision. J'essaierai de compenser ses sentiments et j'espère que lorsqu'il sera père et mère, il comprendra mes actes.
L'histoire est révélée, mais gardée pour vous. Dans une banlieue paisible vit une femme de 62 ans, souvent appelée Madame L. Elle a sacrifié sa vie entière pour sa famille. À la mort de son mari, elle a élevé seule sa fille unique, lui déversant tout son amour. La maison où elle vit est le reflet de tous les souvenirs du couple, le sein et les larmes d'une vie de dur labeur. La fille a 24 ans cette année, mais la tragédie a commencé lorsqu'elle est tombée amoureuse d'un homme paresseux, playboy, violent et sans emploi. Un amour aveugle lui a fait croire qu'il était son destin heureux. Un soir, après le dîner, la jeune fille a regardé sa mère droit dans les yeux et lui a dit d'une voix glaciale : « Maman, j'ai décidé. Je vais l'emmener vivre avec sa famille dans cette maison. Quant à toi, tu devrais aller dans une maison de retraite. » La mère était abasourdie, comme si elle venait d'être poignardée en plein cœur. « Toi ? Que dis-tu ? C'est la maison de ton père, le souvenir de toute notre famille. Comment as-tu pu faire ça ?» Sa voix tremblait. Mais la jeune fille ne bougea pas. Son petit ami assis à côté d'elle la défia. « Tu es vieille, pourquoi vivre seule dans une si grande maison ? Mieux vaut la laisser aux jeunes ?» Elle s'effondra, les larmes aux yeux. Une vie d'amour et de sacrifice, mais finalement elle fut amèrement trahie par son propre enfant. De ce choc, sa santé se dégrada. Crise cardiaque, insomnie et dépression la submergèrent. Elle devint émaciée en quelques mois seulement, telle une feuille morte prête à tomber. Mais alors que tout semblait terminé, une lueur d'espoir apparut. Grâce à la clause de donation au dernier vivant, le dernier droit de succession du conjoint survivant, la maison ne pouvait pas être facilement transmise à sa fille. La loi devint le seul bouée de sauvetage qui la maintenait chez elle. Lorsqu'ils apprirent la vérité, la fille et son petit ami étaient en colère, hurlaient et détruisaient tout. Les voisins durent intervenir. Tout le quartier était en émoi. Dans ce monde, y a-t-il plus grande douleur que d'élever un enfant pour qu'un jour il tourne le dos à sa mère ? Et puis, l'histoire se termina dans les larmes. La mère était encore en vie, mais son cœur portait une cicatrice qui ne guérirait jamais. Une leçon amère. Peu importe l'amour donné, les années de sacrifice, personne ne peut garantir que demain, l'amour familial ne sera pas trahi. Dans cette vie, tout peut arriver. Les meilleures choses comme les tragédies les plus cruelles. Bonjour à tous. Je suis professeur de littérature et jadis, j'ai eu une famille heureuse et une vie paisible. Mon mari était aussi enseignant. Nous travaillions tous les deux dans un lycée réputé de la ville. Nous vivions dans une belle maison, nos 2 enfants étaient sages et tout semblait parfait dans notre petit monde. Mais cette tranquillité prolongée a fini par faire naître une sorte d'ennui. Nous ne savions pas comment entretenir notre bonheur conjugal. Nous partagions de moins en moins nos émotions et nos rêves. Chacun s'est perdu dans son travail, ses responsabilités, et peu à peu, nous sommes devenus 2 étrangers sous le même toit. Il y a 15 ans, alors que notre aîné entrait au primaire, j'ai découvert Yahoo Messenger, ce réseau social très populaire à l'époque. Au début, je l'utilisais pour communiquer avec mes élèves, mais progressivement, je me suis laissé entraîner dans des conversations sans importance. J'ai commencé à parler avec des inconnus, séduite par la sensation d'être écoutée, comprise et choyée, des choses que mon mari avait cessé de me donner depuis longtemps. J'ai fait la connaissance d'un homme mystérieux sur le réseau, surnommé Loup solitaire. Nous avons échangé chaque jour, ses mots doux et ses compliments m'ont touché, et une relation secrète s'est installée. Nous avons décidé de nous rencontrer dans la vraie vie. Lors de ces après-midi pluvieux, je prétendais avoir des réunions pour aller le retrouver dans un petit café. Cette excitation, ce sentiment nouveau, mêlé de culpabilité, m'a submergé et je n'ai pas su y résister. Ma vie a alors basculé. Les mensonges et les secrets se sont accumulés, mon mari a fini par découvrir la vérité, notre famille s'est brisée, nos enfants ont souffert et je me suis retrouvé seul avec un immense regret. De femme comblée, je suis devenue celle qui porte une cicatrice au fond du cœur. Si seulement je pouvais revenir en arrière, si seulement j'avais eu la force d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, mais tout était déjà perdu. Yahoo Messenger appartient désormais au passé, mais cette blessure reste vive, comme une leçon sur la solitude et le revers de la technologie. Je ne raconte pas cette histoire pour me plaindre ou pour me justifier,
mais simplement pour prévenir. Ne laissez pas une émotion passagère, un monde virtuel ou un moment de faiblesse détruire votre vrai bonheur. Parfois, une minute d'égarement peut laisser une cicatrice pour toute une vie. Lila élève seule ses 2 filles de 7 et 13 ans, entre charge mentale, isolement et difficultés financières. Dans ce témoignage de maman solo, elle partage son quotidien marqué par l'absence de relais, la précarité et la force qu'il faut pour tout assumer seule. Je m'appelle Lila et j'aurai 40 ans dans 2 mois. J'ai 2 filles de 7 ans et bientôt 13 ans que j'élève seule depuis les 18 mois de ma première fille. Mon deuxième enfant a été conçu avec un géniteur alors que ma situation professionnelle semblait stable, fiable et financièrement pertinente. J'ai fait cela par désir d'agrandir ma famille, mais avec cette peur de refaire confiance à un énième homme irresponsable au bout du compte. À l'époque, j'étais chef de projet communication et j'ai été mise au placard lors de ma grossesse. Aujourd'hui, je travaille à temps plein pour une CAF en Poitou-Charentes depuis plus de 5 ans. C'est un job alimentaire, avec horaire compatible avec ma vie de mère isolée. Le salaire est médiocre et le job n'est pas compliqué, vu mon bagage, si ce n'est psychologiquement. Je dois supporter, pour la majeure partie, la misère humaine et familiale, sans jugement et avec bienveillance. Rien à voir avec mes 10 ans de marketing, publicité, communication que je faisais avant cette nouvelle vie faite de sacrifices et de compromis. Maintenant, on compte tout. Et parfois, on oublie qu'on n'est pas Crésus et on craque et on dépense. C'est toujours pour mes marmots, presque jamais pour moi. Le père de l'aîné verse une pension minime et ne voit plus son enfant depuis janvier 2020. Pourtant, il a de l'argent. Beaucoup. Mais il gruge le fisc et se rend insolvable. Ce n'est pas un cas isolé, malheureusement. Avant ce boulot, j'ai connu le RSA, j'ai connu la famille recomposée, les jobs précaires. Aujourd'hui, je me considère comme bien lotie et je suis payée en dessous du SMIC. Dans mon job, on n'est pas fonctionnaire et on a des grilles salariales non revalorisées malgré l'inflation. Mais la chance que j'ai, c'est que c'est payé sur 14 mois avec la sécurité de l'emploi. Mais seule, avec 2 enfants, cela ne suffit pas. Je perçois des allocations familiales pour 2 enfants, l'allocation de soutien familial pour la petite et un complément pour la grande. Je touche également des allocations logement, mais elles sont minimes car j'habite à 10 km de mon boulot. J'ai donc peu de frais réels à déclarer et les plafonds des aides au logement sont ridicules. Je touche très peu de primes d'activité, moins qu'une famille de 4 avec 2 enfants et 2 parents salariés au SMIC. Actuellement, je touche en moyenne 75 € de primes d'activité, alors que 2 SMIC touchent près de 300 € en plus de leur salaire et des aides liées aux enfants. En gros, chaque mois, allocations comprises, dont celle au logement, je touche moins de 1 900 € pour faire vivre 3 personnes. Je dois assumer le loyer, les cantines, les centres aérés, les garderies, puisqu'il n'y a plus aucune aide à la garde à compter de 6 ans de l'enfant. À cela s'ajoutent les dépenses courantes, les assurances, la santé non remboursée, les loisirs et les sports des enfants, la gestion et l'intendance de la maison en plus de mon travail. Seule. Financièrement, je pense que les familles isolées ne devraient pas voir la pension alimentaire et les allocations prises en compte dans le calcul de la prime d'activité. Je suis épuisée car je n'ai aucun relais. Je ne peux pas prendre de baby-sitter, c'est trop cher pour moi. Quant à ma famille, elle habite à 400 km et ne peut m'aider. Les mois sont serrés, nous louons un logement HLM dans un village bourgeois et les enfants ne comprennent pas forcément les restrictions budgétaires comparées à leurs copains et copines. Je leur inculque des valeurs qui me tiennent à cœur et qui ne sont pas basées sur la réussite financière. Mais moi, je dois être irréprochable. Tout repose sur mes épaules. Financièrement, je pense que les familles isolées ne devraient pas voir la pension alimentaire et les allocations prises en compte dans le calcul de la prime d'activité. La pension alimentaire ne devrait pas compter dans les impôts, alors même que le parent débiteur peut lui la retrancher de ses ressources sans pour autant assumer son rôle de parent. Je rappelle que je travaille dans un organisme où je suis confrontée à cela tous les jours, et les règles ne sont pas justes. Si l'État n'a pas à se substituer aux parents défaillants, il ne peut pas non plus punir et rendre la vie compliquée pour les femmes, qui représentent 84% des foyers monoparentaux. Cette vie est compliquée, et je ne peux la partager avec un compagnon, car je n'ai pas de temps à consacrer à autrui. Ou en tout cas, pas le même temps que celui d'une famille séparée, en garde alternée, ou avec de la famille pour épauler. Je ne suis pas la seule dans ce cas, et cela nous isole. C'est la même chose pour avoir un cercle amical, c'est inexistant. Car on n'a pas le temps de papoter et de construire des relations non superficielles. Le temps est compté, l'emploi du temps est militaire. Certes, je connais beaucoup de monde, mais je ne peux compter sur personne et me lier, avec profondeur, avec personne. La mère solo dérange. On se sent forte et vulnérable, battante et fragile, illégitime, épuisée, fière, mais pas vraiment soutenue ni épaulée. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo en entier. Si vous trouvez le contenu utile, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour me motiver à créer d'autres vidéos de qualité.